militaire. Et tout essence dessus dessous. Oh Lord have mercy. La tête de poisson trop pourrie. Oh Lord, en forme des militaires. Pour ensuite les jeter à la rue. Et après on s'étonne de voir que les choses vont de mal en pire. Tranquillement, ils nous fabriquent une bombe à retardement. Mais personne ne dit rien. Mais ça, c'est quel pays ça, hein? Et le temps passe. Ça va nous péter à la face. Il est temps de faire quelque chose, sinon. Et le temps passe. Et il joue à cache-cache. L'impunité en liberté. La vérité emprisonnée. Il est temps de se réveiller, se révolter, se libérer. Et le temps passe. Bonjour à tout le monde. La vérité emprisonnée. L'impunité en liberté. Il est temps de se réveiller, se révolter, se libérer. Écoute ça, man. Magistralement faisait de faux papiers. Des malfrats dans l'assemblée. Des délinquants décorés. Et c'est comme ça ils veulent construire leur pays énervant. Le peuple qui a trop souffert de la vie chère, dans la rue manifeste sa colère. Et rapidement, on sort, on prend des mesures, avec des promesses comme quoi on va baisser le prix des produits. Donc voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est dimanche, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons commencer cette fois parce que nous sommes déjà plus d'une centaine en ligne. Il faut dire que j'ai choisi de faire ce live parce que initialement j'écrivais un article sur les enjeux auxquels font face la nouvelle génération d'Africains par rapport à notre continent et où se trouve l'Afrique, où est la place de l'Afrique, la place qu'occupe l'Afrique aujourd'hui sur la scène politique globale. Mais je me suis rendu compte que on écrit souvent, mais malheureusement, l'Afrique a toujours été une terre de tradition orale et les paroles et les images en prennent plus d'ampleur et vont beaucoup plus loin que les écrits. Donc, j'ai choisi de faire ce live pour essayer de revenir sur les différents points de mon analyse et de mes observations par rapport à ce qui se passe sur notre continent. Aujourd'hui, nous avons, bon, je ne sais pas si c'est une chance, mais je le considère comme en étant une. Nous avons le continent ayant la population la plus jeune de la planète. Ça, tout le monde le sait, du moins je suppose. Et d'ici 2050, il a estimé que nous aurons également la plus grande population mondiale. Ce qui est dommage, c'est que la planète toute entière, c'est-à-dire tous les autres continents, que ce soit l'Amérique du Nord comme l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie, tous les autres continents voient en l'Afrique la source du maintien de leur hégémonie. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les pays qui contrôleront l'Afrique à l'avenir seront les pays qui pourront assurer leur développement et leur survie. Parce que nous vivons dans un monde où les ressources s'amenuisent. Et la dilapidation de ces ressources causée par un capitalisme que l'Occident a imposé au monde durant les siècles donnés font que la seule manière pour certains pays de subsister, c'est de s'accrocher à certains continents. La France le fait très bien déjà. Je pense que la France a été visionnaire, elle l'a compris très tôt, elle n'a jamais laissé ses colonies. Mais les autres commencent par venir. Ils reviennent de façon plus subtile. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Israéliens, eux tous comprennent que leur avenir dépend de l'Afrique. Parce que nous avons un continent vierge. Vierge dans quel sens? L'Afrique, elle seule, possède plus de 60% des terres arables au monde. Les terres arables qui sont inexploitées. Les terres agricoles. Et vous savez, quand on observe la politique internationale
à compter de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, vers 2000, les Occidentaux ont toujours décidé des décennies avant quelle serait leur politique vis-à-vis des autres pays pour maintenir leur hégémonie. C'est-à-dire qu'ils calculent et chacun de leurs pas et de leurs investissements sont calculés. Ce n'est pas fait par hasard. Par exemple, les Américains, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont énormément enrichis en vendant des armes aux Européens et en profitant de la guerre pour accroître leur propre capacité de production. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont créé ce qu'ils appelaient le plan Marshall, qui consistait à reconstruire les pays de l'Europe qui avaient été dévastés par la guerre. L'intention réelle, ce n'était pas une intention altruiste dans le sens de la reconstruction de l'Europe, mais c'était une intention visant à maintenir leur mainmise sur l'Europe. Alors, ils ont éjecté des milliards d'argent qu'ils avaient en surplus parce qu'ils s'étaient beaucoup enrichis durant la guerre. Ils ont injecté cet argent dans l'économie des pays occidentaux. Vers les années 70, qu'est-ce qui s'est passé? L'Occident, l'Europe elle-même avait déjà un surplus de dollars sur son marché. Il fallait retourner ce dollar aux Américains. Les Américains également trouvaient un moyen d'éviter de faire revenir ce dollar pour éviter l'inflation dans leur pays. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi d'éjecter cet argent dans les pays sous-développés, notamment les pays d'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des prêts massifs aux dirigeants africains, au gouvernement africain, parce que par là, dans la plupart des pays, ils avaient déjà éliminé les nationalistes. Les quelques-uns où les nationalistes étaient toujours là, ils leur faisaient la guerre. Ils ont investi massivement, ils ont fait des prêts à nos pays et des prêts avec des intérêts à taux variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui dépensent si c'est à 5% les taux d'intérêt. Demain, c'est eux qui dépensent si c'est à 20%. Nos pays, ce sont nos dirigeants inconscients à la tête de nos nations, les Mobutu, les Yadema, les Houphouët-Boigny, les Senghor. Ils ont pris cet argent et la plupart, bien sûr, étant donné que ce sont des égoïstes, beaucoup de cet argent a été dilapidé, a été détourné, caché dans des fonds occidentaux. Mais la petite partie qui est restée a servi à des projets de soi-disant développement bidon. Aujourd'hui, on n'en voit même pas les traces. Mais quelle a été la conséquence? La conséquence, c'est que nos pays sont devenus extrêmement endettés. Et cette grande dette, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la fin des années 80, quand le coût du pétrole a monté excessivement à cause de la guerre du Golfe, les Occidentaux avaient besoin d'argent. Ils ont augmenté les intérêts et exigé le remboursement de ces prêts de nos dirigeants. Cela a causé des crises dans beaucoup de pays africains, conduisant ainsi à beaucoup de coups d'État un peu partout parce qu'il y avait des politiques d'austérité imposées à nos pays par le FMI. Et cette politique d'austérité visait à réduire les dépenses du gouvernement et il s'attaquait principalement aux dépenses ayant trait à l'éducation, à la santé, à l'agriculture. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les seules dépenses qu'ils ont maintenues et augmentées d'ailleurs, c'est les dépenses militaires parce qu'ils voulaient que l'Afrique continue à s'approvisionner des armes. Mais cela a causé des insatisfactions dans beaucoup de pays et les insatisfactions populaires ont conduit à plusieurs coups d'État au début des années 90. Parce que l'armée, malheureusement, dans plusieurs de ces pays, était la seule institution qui fonctionnait de façon proprement dite. Et les militaires ont eu, dans plusieurs cas, à intervenir pour solutionner un problème qui n'était pas en principe le leur. Nous avons eu des guerres par conséquent. Et ces guerres, on les a vues, ça a ravagé toute l'Afrique durant les années 90. Durant les années 90, plus de la moitié des pays africains étaient en guerre. Et il a fallu du temps pour se remettre de ces guerres. C'est des dizaines de millions de personnes qui ont été tuées un peu partout sur le continent, que ce soit en Afrique de l'Ouest avec le Libéria, la Sierra Leone,
que ce soit en Afrique centrale, avec le Rwanda, le Burundi et même le Congo, que ce soit en Afrique de l'Est, avec la Somalie, le Soudan. Il y avait eu des guerres, le continent était miné de guerres un tout petit peu partout. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir un semblant de stabilité, mais cette stabilité, elle est éphémère. Et j'observe une nouvelle tendance, un nouveau produit que l'Occident a créé et qu'il vend à l'Afrique et qu'il vend aux dirigeants africains aujourd'hui, c'est le développement infrastructurel, c'est-à-dire le développement des infrastructures, la construction des routes, les grands projets, les ponts, la modernisation de nos cités, la construction comment on l'appelle-t-on, des offices publics, etc. Et c'est des milliards d'argent qui sont injectés encore une fois dans nos économies sous forme de prêts. Cette fois-ci, l'Israël et la Chine se sont rajoutés aux Occidentaux dans cet élan parce que chacun cherche à se prendre une part du gâteau. Ils ont compris qu'en 2050, nous aurons la plus grande population mondiale. Alors ce nouveau produit qu'est le développement des infrastructures, je m'en vais expliquer ce pourquoi c'est une farce et c'est dangereux pour l'Afrique. Primo, quand on voit le modèle d'investissement dans les infrastructures que l'on vend à l'Afrique aujourd'hui, c'est le même modèle qui a été utilisé par les Occidentaux durant la colonisation. Quand les Occidentaux sont venus en Afrique et se sont mis à construire des routes, des ponts, des wharfs et des ports, que ce soit des routes bitumées ou ferroviaires, leur intention, ce n'était pas de permettre aux Africains de s'émanciper et d'avoir la facilité de se déplacer. Non, c'était pour un objectif très simple. Faire sortir nos ressources naturelles du continent et faire rentrer les produits finis sur notre continent. Cet objectif, il est toujours resté le même. Durant la colonisation, la population de l'Afrique était presque de 4 fois moins ce qu'elle est aujourd'hui. Et en 2050, elle sera presque 10 fois plus que ce qu'elle était durant les périodes coloniales. L'Occident aura besoin, pas seulement les Occidentaux, les pays industrialisés qui produisent des marchandises et de la richesse auront besoin de débouchés pour leurs marchandises. Aujourd'hui, il est dit que le manque d'infrastructures en Afrique a un grand impact sur la circulation des marchandises sur le continent. Et si on arrive à développer les infrastructures sur le continent, les producteurs étrangers auront un plus vaste accès. 60% de notre économie est carrément intouchée parce qu'il n'y a pas d'accès aux routes. Les zones ne sont pas desservies. On n'a que quelques grandes villes qui sont servies, mais à l'intérieur, les routes ne sont pas desservies. Donc, quelqu'un qui est dans un village n'aura pas facilement accès aux marchandises qui viennent au port de Lomé, par exemple. Et quand ils arrivent dans les villages, c'est trop cher à cause des difficultés de transport. Donc, le projet de construction des routes, de ce projet qu'on voit un peu partout en Afrique, et on a l'impression que ce dirigeant travaille, en fait, la réalité, c'est pour permettre à l'Occident et aux Chinois et aux Indiens et aux Israéliens de saturer nos marchés d'ici quelques années. Mais là n'est pas encore le plus grand problème, parce que qui ne veut pas avoir des routes? Bien sûr, c'est très important que nous, Africains, nous puissions avoir des routes. En principe, parcourir Lomé-Lagos devait prendre 1 heure si nous avions d'excellentes routes et nous avons des TGV, par exemple. Mais nous devons savoir que quand on parle de développement, il y a certaines choses qui sont nécessaires. Il n'est pas ici question d'avoir de belles routes et d'avoir de beaux immeubles. Il est ici question de pouvoir produire la richesse qui non seulement permet de maintenir ces routes et d'en construire plus, mais permet d'offrir un certain niveau de vie aux populations qui vivent dans ces pays. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? L'exemple le plus simple. Si par exemple, vous trouvez un mendiant dans la rue et vous lui dites « Oh, tu es mendiant, tu es dans la rue, bon voilà, j'ai une solution pour toi, je t'offre une maison. » C'est bien beau cela, mais le mendiant, il a faim. Le mendiant, il a besoin d'argent pour se soigner. Le mendiant, il aura besoin d'argent pour entretenir cette maison. Alors, si ce mendiant n'a toujours pas de source de revenus qui lui permet de s'offrir un niveau de vie décent,
avoir cette maison-là qui n'est même pas en son titre ne sert vraiment à rien. C'est comme si quelqu'un a des maux de ventre et vous lui donnez du paracétamol. Nous ne pouvons pas soigner le cancer avec le paracétamol. La richesse en économie, la richesse se produit par la production. La production de la richesse se fait par la production des biens et des services. Aujourd'hui, sur notre continent, nous ne produisons pas suffisamment de biens. Nous sommes toujours dans ce style classique, colonial, qu'est la production des matières premières. Non, je ne parle même pas de production, l'extraction des matières premières qu'on envoie de façon brute à l'Occident et aux Chinois aujourd'hui, et ils reviennent sur nos marchés les vendre à un prix qui est forcément inaccessible aux populations locales. Mais non, le danger, il y a plusieurs dangers qui viennent avec ce faux programme développement infrastructurel. Le premier, allons à la base, c'est la question des prêts. Parce que dans certains pays, ces développements ont été financés parce que les gouvernements produisent assez pour garantir le paiement de ces prêts. Mais dans les pays comme l'Afrique, où nous ne produisons d'ailleurs rien, où les économies sont extrêmement faibles, qu'est-ce que les Occidentaux et les Chinois utilisent comme garant pour le paiement de ces prêts? Ce sont nos terres, ce sont nos mines. Vous serez choqués d'apprendre que des millions d'hectares de nos terres sont bradés, je dis bien bradés, chaque année par nos États aux compagnies occidentales et aux compagnies chinoises et pakistanaises et indiennes. Nous avons par exemple l'Éthiopie qui a vendu plus de 6 millions d'hectares. Nous avons le Madagascar qui a vendu près de 3 millions d'hectares. Nous avons, comment l'appelle-t-on, la Sierra Leone qui a vendu plus de 200 000 hectares. Donc, sur notre continent, il y a des pays qui vendent des terres plus grandes que la surface entière d'un pays comme le Danemark et l'Israël. C'est grave parce que ce sont nos terres qui nous sont prises et la terre a toujours été l'une des principales sources de production de richesse. Elle est d'ailleurs la première. Pour pouvoir produire de la richesse, il vous faut la terre, il vous faut le capital. Nous n'avons pas le capital d'abord. Tout ce que nous avons, c'est la terre. Et cette terre-là, elle est bradée pour assurer quoi? La construction des routes qui permettront aux Occidentaux de venir nous vendre leurs produits. C'est comme si quelqu'un veut vendre, quelqu'un a un projet de business et la boutique dans laquelle il doit vendre de business, c'est le client qui construit la boutique à ses propres frais. C'est ce que nous faisons. Nous sommes leurs consommateurs, nous sommes leurs clients, mais nous finançons notre propre consommation. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que pour nous vendre nos produits, ils ont besoin d'accès à nos populations. Mais ils nous font payer la construction de cet accès. Et à quel prix? Au prix de nos terres, qui sont aujourd'hui la seule richesse qui nous reste. C'est tout ce que nous avons en Afrique. C'est nos terres. Maintenant, le second danger qui vient avec le fait de brader nos terres pour des fausses routes qui ne nous ajoutent rien forcément, c'est quoi? C'est l'ouverture de nos marchés qui aussi cause l'impossibilité à nos compagnies locales de compétir avec leurs compagnies occidentales. Quand ces compagnies occidentales et chinoises viennent, parce qu'ils sont déjà développés dans un sens où ils ont l'énergie. Et donc, l'énergie et la machinerie font que leur taux de production est plus élevé que le nôtre et leur coût de production est plus bas que le nôtre. Ils ont un avantage sur nous. Leurs produits sont plus compétitifs. C'est-à-dire que ça leur coûte peut-être $1 pour fabriquer une bouteille d'eau et ça nous coûte peut-être $5 parce que nous n'avons pas toutes les ressources en place. Nous n'avons pas l'énergie, nous n'avons pas la machinerie. Alors la production qui leur revient moins chère maintenant, ils la déversent sur nos marchés, tuant nos entreprises locales et empêchant la capacité d'innovation des pays africains. Parce que les gens innovent quand ils font face à des difficultés et qu'ils doivent résoudre certains problèmes auxquels ils font face dans leur société. Mais quand nos marchés sont saturés par les innovations des autres, ça nous empêche à nous-mêmes d'innover et de créer. Vous serez choqués d'apprendre que le cultivateur, le paysan américain récolte 80 fois plus de maïs sur 1 hectare de terre que le cultivateur africain. Pourquoi? Parce qu'il a toute une machinerie à sa disposition. Les batteuses, les tracteurs, les moissonneuses. Mais nous, notre paysan doit prendre la roue
Et le coupe-coupe est compté sur la pluie. S'il pleut trop peu, c'est un problème. S'il pleut beaucoup trop, c'est un problème. La sécheresse, c'est un problème. L'inondation, c'est un problème. Nous n'avons pas de système météorologique qui arrive à prévoir cela et qui arrive à éduquer nos populations sur ces choses. Nous ne produisons même pas de l'engrais pour un pays comme le Togo qui est un grand producteur de phosphate. Nous importons tout et donc la production est très élevée. Ce qui fait que le maïs américain est plus compétitif que le maïs togolais. Le paysan américain peut vendre son sac de maïs à 10 000 francs CFA, mais le paysan togolais, s'il le vend à 10 000 francs CFA, il est mort parce que ça lui a coûté peut-être 30 000 pour produire même ce maïs. Donc, nos produits ne sont plus compétitifs. Et ça augmente la dépendance. Nous sommes déjà dépendants, mais nous le serons encore plus d'ici 10, 15, 20 ans si rien n'est fait. Nous le serons encore plus parce que nous sommes incapables de sécuriser nos frontières, incapables de pratiquer une politique douanière qui servira à protéger les productions locales et leur permettre de croître. Ça, c'est un autre problème que nous avons comme conséquence de l'ouverture de nos frontières. Donc, nous avons tout d'abord, comme je le disais, la perte de nos terres parce que nos dirigeants donnent nos terres comme garantie pour ces prêts exorbitants. Secondo, nous avons la saturation de nos marchés qui font que nous ne serons plus compétitifs et nous serons encore plus économiquement dépendants. Mais en tertio, nous avons le problème de la corruption. Les recherches ont prouvé que 60%, c'est-à-dire que sur chaque dollar que l'Afrique emprunte, 60 centimes ressortent de façon illicite. Sur chaque dollar que nous empruntons, 60 centimes ressortent. Donc, si nos gouvernements prennent un prêt de 2 milliards de dollars, nous perdons déjà 600 millions de ces dollars par la corruption. Alors, c'est comme si, bon voilà, vous avez un parent qui dit, bon voilà, cher enfant, je vais prendre un prêt pour financer tes études. Et ce prêt, je mets en collatéral ton héritage, c'est-à-dire cette maison dans laquelle tu dois vivre. Le parent, il prend le prêt, 60%, tout d'abord, non seulement tu dois repayer tout le prêt avec intérêt. Des intérêts sur lesquels tu n'as aucun contrôle parce que c'est souvent variable, mais tu es obligé là maintenant. Le parent dit que bon voilà, je prends le prêt, 60%, je les garde pour mon propre plaisir. Tu te débrouilles avec 40% pour finir tes études. Mais bon, tu sais quoi? Tu paieras tout. Tu paieras tous les 100% avec intérêt. Mais quel enfant va accepter cela? C'est de l'esclavage. Et c'est ce que nous vivons en Afrique aujourd'hui. Nos gouvernements prennent des prêts pour financer des projets de développement et ils détournent une grande partie. Quand on parle de la fuite de capitaux, c'est un phénomène qui est très grave. Quand je prends l'exemple du Togo, de 2006 à 2018, nous avons perdu près de 15 000 milliards. Cet argent est passé par où? Cet argent est passé où? Où se trouve cet argent? Dans les comptes étrangers. Sur les îles Malte, Panama, en Suisse, à Singapour, Dubaï. Pour le plaisir de nos dirigeants. Donc, ces mêmes projets d'infrastructure, ça attire beaucoup nos dirigeants parce que c'est une opportunité pour eux de s'enrichir très vite. Nous ne produisons pas de cash, nous n'avons pas d'argent. Mais l'Américain vient, le Juif vient, l'Israélien vient, le Chinois vient, il dit, bon voilà, on vous donne 100 milliards pour construire des routes. Vous allez nous repayer sur 100 ans. Les Américains et les Occidentaux, ils demandent souvent un paiement en cash. Les Chinois, ils demandent un paiement, ils sont plus intelligents, ils demandent des paiements avec des mines. OK? Et chacun a son approche. Les Occidentaux savent ce pourquoi ils demandent le repaiement en cash. Je reviendrai là-dessus. Les Chinois aussi savent ce pourquoi ils demandent les mines. C'est parce qu'ils en ont besoin. Je reviendrai également là-dessus. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les populations sont obligées de payer pour des prêts desquels elles n'ont même pas bénéficié. Si l'entièreté de ces prêts et moins avaient servi à effectivement développer nos pays, à construire ces infrastructures, on n'aurait pas de problème. Mais là, nous avons des routes qui n'existent que sur papier. Hein. C'est-à-dire que l'État prend des prêts pour bitumer un tronçon et ce tronçon n'existe pas. Ou bien ils font la moitié ou ils construisent quelque chose de très bidon avec le peu d'argent qui leur reste.
de ce qu'ils ont détourné. Et au bout de 3 ans, 4 ans, avec 1 ou 2 pluies, voilà, ces routes, elles sont parties. Je me demande pourquoi est-ce que les routes que les Occidentaux construisent, ça fait des dizaines d'années, des décennies, des centaines d'années, elles sont toujours là. Mais chez nous, nous avons, comment l'appelle-t-on? Des roues que j'appelle des routes, pardon, qui sont solvables. Hein. Ce sont des routes qui se dissoudent avec la pluie. Dès qu'il pleut, c'est fini. C'est comme, c'est effervescent. Nos routes sont effervescentes. Dès qu'il pleut, ça disparaît comme efferalgan. Pourquoi? Parce que l'argent est détourné. L'argent est détourné par ces mafieux qui nous dirigent. Donc, nous sommes dirigés par des gouvernements qui sont très inconscients, qui d'abord nous endettent extrêmement, mais non seulement nous endettent, détournent ces prêts à leur propre fin et les populations perdent à tous les niveaux. D'abord, nous perdons nos terres. Ça, c'est un. Nous perdons nos entreprises locales. Nos paysans perdent leur capacité à vendre sur leur marché. Cela cause l'exode rural parce que les paysans souffrent, ils ne peuvent plus rien faire, ils quittent les villages. Ça, c'est 2. Tertio, nous devons repayer ces prêts avec intérêt, alors que nous n'y avons même pas bénéficié dans leur entièreté. Mais ça, c'est pire que tout l'esclavage qui a existé depuis des centaines d'années. Parce que là, l'esclave n'est pas seulement acheté et vendu, hein. Mais l'esclave paye lui-même son propre achat, c'est-à-dire qu'on t'achète et tu payes pour ça. C'est-à-dire, on t'achète à crédit et tu travailles pour payer pour le crédit de ton achat. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et c'est extrêmement grave. Et ces enjeux, on ne le voit pas, on ne réalise pas à quel point ça met à venir. Et je vais venir sur un autre sujet que nous, les Africains, nous avons tendance à minimiser quand on parle de la question du changement climatique. Nous sommes aujourd'hui la génération dont les enfants, c'est-à-dire les enfants de notre génération, sont directement menacés par le changement climatique. Quand on observe le climat sur moins de l'avenir de ce continent. Dans ces conditions, nous devons comprendre que notre génération n'en fait pas assez. Parce que la génération de nos grands-parents et de nos parents qui ont combattu la colonisation, ils avaient un éveil de conscience beaucoup plus poussé que ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons tout perdu. Nous ne sommes pas conscients des dangers auxquels nous faisons face. Nous sommes là, les bras croisés, on chante, on danse, on rit, on mange, on se saoule la gueule et le lendemain, ça recommence. Et on se plaint. Mais nous ne prenons pas d'initiative dans ce sens. Et quand je parle de la prise d'initiative, ce n'est pas seulement des initiatives forcément politiques qui cherchent à faire tomber un régime, mais des initiatives qui permettent de nous organiser pour d'abord élucider les problèmes auxquels nous faisons face et nous battre pour sauvegarder le peu que nous avons. Dans certains pays, il y a des initiatives que les gens émettent pour pouvoir lutter contre l'accaparement des terres. Mais dans la plupart des pays, rien du tout ne se passe. Rien du tout ne se passe. Dans certains pays, les gens prennent des initiatives pour lutter contre la fuite des capitaux. Notre argent part, ça va où? Ils demandent des comptes à leurs dirigeants. Ils prennent des initiatives pour les poursuivre, pour bloquer ce processus. Mais dans nos pays, surtout francophones, hein, rien n'est fait. Nous sommes tranquilles. C'est-à-dire que tout le monde se bat, tout le monde court, mais nous ne sommes pas encore réveillés pour commencer même à mettre nos chaussures et nos baskets pour commencer à courir. On est à l'aise, nous les francophones. Nous sommes les plus misérables. Nous sommes les plus misérables, les plus pillés, les plus exploités, mais nous sommes tranquilles. Ce n'est même pas notre problème. Alors, quand je dis que l'Afrique est plus en danger que jamais, c'est parce que par le passé, nous étions toujours propriétaires de nos terres. Et quand les terres avaient été volées durant la colonisation, nos parents se sont battus, ils les ont chassés. La colonisation, officiellement, elle est tombée.
Mais bientôt, nous allons tomber sous un cycle de dépendance qui fera que nous allons nous-mêmes supplier cette colonisation. Nous allons la vouloir. Parce que si nos paysans n'arrivent pas à... Nous avons une population africaine où près de 70% de la population vit de l'agriculture. Maintenant, je vais vous donner un autre problème auquel nous faisons face. C'est que quand je parlais du fait que les Occidentaux demandent leur argent en cash, qu'on leur rembourse en cash, c'est pour pouvoir maintenir la valeur de leur monnaie, le dollar et l'euro. C'est le dollar et l'euro. Donc, ils ont besoin que nous leur remboursons en dollars et en euros. Et nos dirigeants, étant donné que nous avons des monnaies faibles et nous n'avons pas de dollars et d'euros, qu'est-ce que nous faisons? Nos dirigeants investissent dans les affaires qui leur permettront d'acheter, d'avoir du dollar et de l'euro. Et c'est quoi ça? C'est l'agriculture de rente. Quand on prend un pays comme le Togo, l'État investit dans la production du café, du cacao, du coton, mais pas dans la production du manioc, du maïs, de l'haricot, de l'igname. L'agriculture vivrière est bâclée. J'ai eu une conversation avec des paysans togolais qui ont dit que même pour obtenir l'engrais, ceux qui font la culture de rente sont privilégiés. Mais ceux qui font la culture vivrière qui permet de nourrir la population locale, ceux-là sont discriminés. Pourquoi? Parce que nos dirigeants veulent que plus de paysans se mettent à produire le café, le cacao, le coton, car ces produits-là, ils les vendent sur le marché international et ça leur permet d'avoir le dollar dont ils ont besoin pour rembourser ces dettes. Mais là où ça blesse encore plus, quand on prend la production du café par exemple, les recherches montrent que le paysan africain gagne moins d'1% du prix auquel le café est vendu sur le marché international. Moins d'1%. Ça veut dire que si le café est vendu à 10 000 francs, le paysan africain gagne moins de 100 francs. Mais c'est sa sueur, c'est son travail. Et pendant ce temps, il se sacrifie pour pouvoir cultiver ce peu, pour avoir ce peu d'argent. Mais ça ne lui suffit pas pour acheter les produits vivriers dont il a besoin pour nourrir sa famille. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir dans ce cycle vicieux? Et la mafia qui nous dirige, elle est tellement assise, elle est tellement enracinée dans nos pays que dans tous les systèmes, il les contrôle. Je parle de nos dirigeants corrompus. Parce que ce sont encore eux qui sont les propriétaires, pour la plupart, de ces champs de café, de cacao, de coton. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui dirigent le pays. Et quand ils produisent ces produits vivriers, ils les revendent à l'État. Et l'État maintenant le revend aux Occidentaux. Dans ce système-là aussi, il y a encore de la discrimination, de l'abus vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des populations locales. Mais ce sont ces pauvres qui vont repayer ces dettes. Donc, nous perdons à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas produire suffisamment pour nous nourrir. Le peu que nous produisons, ce n'est pas compétitif. Et maintenant, ça, je viens au dernier point qui est la perte de la créativité et l'incapacité de l'Afrique à se développer sur le plan scientifique. Toutes les puissances qui sont développées aujourd'hui, elles ont eu besoin de l'innovation, de la technologie, de la science. Mais l'Afrique ne peut pas investir dans la technologie, dans la science, quand elle ne fait que consommer celle des autres. Nous sommes les consommateurs de la science et de la technologie des autres. Quand on parle de fabrication de voitures en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas une fabrication, c'est un montage des pièces de voitures. Qu'est-ce qu'on a fabriqué? Rien du tout. Quand on parle de la fabrication des téléphones en Afrique aujourd'hui, c'est acheter les différentes parties en Chine et les monter ensemble dans une usine située dans un village africain. C'est tout. Mais c'est la technologie et la science qui ont permis aux autres d'innover et de se développer rapidement. Et cette science et cette technologie se développent grâce aux besoins dans lesquels les gens se trouvent. Le Togolais qui sait que nous avons des difficultés, par exemple, à écraser le piment, saura comment résoudre ce problème à moindre coût pour le Togolais. Il n'est pas ici question d'importer une machine de la France et qu'on branche et on doit payer de l'électricité, l'argent qu'on n'a même pas pour pouvoir faire cela. Non, il est ici question de développer, de créer des machines qui pourraient faciliter la vie aux gens en fonction de ce que nous avons
S'ils avaient l'argent pour le faire, dans leur localité, il n'y a pas d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un réfrigérateur? Mais si la créativité le permettait, des scientifiques africains auraient pu inventer un appareil qui permettrait aux Africains dans leur communauté de conserver leurs aliments sans avoir à payer de l'électricité. Ces innovateurs, ces scientifiques sont là. Mais nos dirigeants n'investissent pas en eux. Les Occidentaux, quand ils les dénichent, ils les prennent pour servir leurs intérêts. Et pourquoi est-ce que nos dirigeants n'investissent pas en eux? Parce que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour investir dans l'éducation, dans la création. Nos budgets sont décidés par le FMI. Pourquoi est-ce que c'est le FMI qui décide de nos budgets? Parce que nous leur devons de l'argent. Donc, c'est comme si, tu dois de l'argent à ton patron et il décide de couper ton salaire. Alors, il dit, voilà, toi, Kofi, tu viens, je te payais 10 000 francs le mois, mais comme tu me dois 100 000, je te coupe 9 000. Les 1 000 francs, voilà, tu fais ce que tu en veux. Mais en Afrique, on ne nous dit même pas de faire ce que tu en veux. On n'a pas ce luxe. C'est le FMI qui décide du pourcentage qu'on alloue à l'éducation. Il dit, voilà, le Togo, l'éducation, on vous donne 5%. La santé, on vous donne 7% de votre budget. Et si vous dites, mais 7%, ça ne suffit pas pour éduquer, ne serait-ce que 10% des Togolais disent, voilà, nous, on s'en fout. Nous, on a besoin de notre argent. Et voilà les conditions pour nous repayer. Et nous avons des dirigeants qui acceptent cela, qui sacrifient l'enfant africain, le génie africain, le futur de l'Afrique, par intérêt égoïste, égocentrique. Donc, nous devons comprendre que nos problèmes, c'est un cycle vicieux et c'est une chaîne. Et c'est une chaîne. Et toute cette chaîne-là, elle ne tient que sur un fil. C'est le fil du leadership. C'est le leadership africain qui pose problème. Nous avons des dirigeants qui sont tout d'abord égoïstes, parce qu'il faut être égoïste pour détourner 60% des prêts qu'on prend pour développer son pays. Il faut être méchant, cynique, égoïste, sadique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont cruels. Ils n'ont pas pitié du pauvre enfant africain qui vient de naître dans un village, dans des conditions précaires, qui dort à même le sol, entouré de moustiques, qui mange à peine une fois par jour, qui n'aura pas accès à l'éducation et qui finira plus pauvre que ses parents. Nos dirigeants s'en foutent de ça. L'essentiel, c'est qu'eux, ils puissent offrir leur jet privé et leur Bugatti et leurs vacances en Occident. Donc, nous avons d'abord des dirigeants méchants. Ça, c'est une chose. Nous avons des dirigeants qui n'ont pas de vision pour ce continent. C'est-à-dire que quand on leur demande quelle est leur vision pour ce continent, ils vont consulter le FMI et la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit vision 2030, émergence 2030. D'ici 2030, nous aurons 500 km de routes qui vont rallier Lomé à Saint-Cancé. Voilà, c'est ça notre vision pour le Togo d'ici 2030. Ce sont des gens qui empruntent leur intelligence chez les autres. Ils sont incapables de réfléchir pour leur propre pays. Ils sont incapables de se battre pour leur propre pays. Nous avons l'inconscience, l'insouciance, la méchanceté. Nous avons aussi le manque de courage. Parce que nos dirigeants actuels ne peuvent pas dire qu'ils l'ont eu pire que des gens comme Thomas Sankara. Ces gens étaient arrivés dans des conditions bien plus précaires qu'aujourd'hui. Ils étaient entourés de systèmes bien plus dangereux qu'aujourd'hui. Ils faisaient face à eux. Ils avaient des Occidentaux encore plus hostiles qu'aujourd'hui. Mais cela ne leur a pas empêché de prendre les taureaux par leurs cornes et de se battre pour leur pays et d'imposer certaines choses pour leur pays. Certaines conditions qui leur a permis en quelques petites années de faire des choses dont leur population jouisse encore jusqu'aujourd'hui. Nous avons des dirigeants poltrons, des vrais poltrons. Des gens comme Biya, par exemple, qui, lui, son rêve, c'est de vivre en Suisse. Un dirigeant qui vit ailleurs, dans le pays des gens, sans aucune gêne. C'est ce que nous avons aujourd'hui en Afrique. Alors, si la jeunesse africaine, aujourd'hui nous sommes jeunes, nous sommes 60% d'Africains à avoir moins de 30 ans. Nous sommes jeunes. Si notre génération
échoue, c'est que toutes celles qui viendront après, elles sont foutues. Elles vont souffrir beaucoup plus que nous avons souffert. Parce qu'elles n'auront rien. Il va arriver un jour dans notre continent où il sera impossible pour un jeune Africain de s'offrir un lopin de terre pour cultiver son propre maïs. Parce que les Occidentaux, les Chinois auront tout pris. Il va arriver un jour où même s'il a ce lopin de terre, il préférera aller travailler dans la plantation du Chinois ou de l'Américain ou du Français ou de l'Allemand. Parce que là, au moins, on lui garantit 3 repas par jour et il sait que s'il produit son maïs, il ne pourra pas le vendre. Il sera obligé de boire de la farine de maïs tous les jours et c'est impossible pour quelqu'un de subsister comme cela. Nous sommes dans un cycle qui garantit notre dépendance, notre esclavage et nous ne pouvons pas continuer comme cela. Mais comment est-ce qu'on pourrait rompre, comment est-ce qu'on pourrait couper ce cordon de la dépendance de l'Afrique? Tout revient à notre génération. Quand je parle de prendre des initiatives, on ne mesure souvent pas l'impact des petites initiatives, mais c'est à partir d'elles que les changements effectifs viennent. Il faudrait d'abord que je dévoile certaines choses. Il y a beaucoup de gens, quand on parle de lutter, c'est-à-dire quand on parle de la construction d'une société civile effective, de l'importance que les gens s'organisent pour dénoncer les abus, pour dénoncer, comment l'appelle-t-on, l'oppression, que ce soit de la part des dirigeants ou des compagnies multinationales étrangères ou locales d'ailleurs. Il y en a pour qui c'est une opportunité de s'offrir de l'argent. C'est-à-dire qu'on invente un projet, on prend des financements des Occidentaux eux-mêmes encore, et on organise des ateliers bidons, et on fait des rapports extravagants, et on dit, bon voilà, nous sommes une ONG, nous luttons contre l'accaparement des terres. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question d'un engagement, un engagement fervent, un engagement qui est même très dangereux. Parce que là, nous avons en face de nous des dirigeants méchants. Que si eux sont prêts à sacrifier la vie des bébés de leur pays, ce n'est pas la vie des grands gaillards comme nous là qui vont épargner quand on dira arrêtez d'exploiter vos pays. Nous avons des dirigeants sauvages en face de nous. Et de l'autre côté, nous avons des impérialistes encore plus rusés et plus dangereux qui savent que leur survie dépend de ce continent et qui feront tout pour la maintenir sous leur coupe. Donc, quand on a en face de ces gens-là, ces deux choses, il faut avoir un courage et il faut avoir une détermination démesurée. Il faut être déterminé, il faut être courageux et il faut avoir de l'amour pour ce continent. Nous devons commencer par aimer l'Afrique plus que nos intérêts. Et c'est ça que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Nous n'avons pas encore cela aujourd'hui. Quand on voit le niveau d'engagement des Africains, il est très bas. Il est trop bas. Quand on voit le niveau de conscientisation des Africains, il est beaucoup trop bas. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans leur pays. Ils ne savent pas ce qui se passe encore moins dans leur pays voisin. Les gens ne réalisent pas les dangers auxquels ils font face. Nous n'avons pas les données. L'information est là, mais nous ne la cherchons pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la formation n'est pas là. Elle est là. L'Internet existe. En 1 ou 2 clics, on cherche, on trouve. Mais est-ce qu'on veut chercher? Non. Ce qu'on veut chercher, c'est les nouvelles chansons. Ce qu'on veut changer, c'est les nouvelles vidéos. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si l'Africain aime chanter et danser, qu'il chante et danse, mais travaille. Et quand je veux parler de travailler, ce n'est pas seulement le travail physique, mais je parle du travail intellectuel. Nous avons le devoir de continuer par nous cultiver. De continuer à comprendre les risques que courent nos communautés. Et de militer contre cela à tous les niveaux. Il faudrait que l'on tienne les taureaux par les cornes et qu'on les attaque partout, sur tous les territoires. Parce que notre continent est en danger. Et je ne suis pas en train de semer la peur ou la panique, mais je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en danger. Il va arriver un moment où nous allons sombrer dans des guerres pires que ce que nous avons vécu par le passé. Pourquoi? Parce que quand les gens seront trop oppressés,
quand ils seront trop propacés, qu'il n'y aura plus de porte de sortie, ils seront obligés de tomber dans la violence. Et cela risque d'arriver. Et malheureusement, c'est nous qui allons encore perdre. Parce que c'est notre pays, c'est notre continent, c'est notre territoire. Nous allons nous entretuer au bonheur des autres. Ils vont rester dans leur coin là-bas et rigoler. Et regarder ces noirs, ces sauvages-là qui se battent à cause du pétrole, qui se tuent à cause de l'or. Ces sauvages, ces animaux-là. Parce qu'il fut un temps où les Européens étaient aussi sauvages, mais ils ont réussi à dépasser cela. Ils se sont dit, plutôt que de nous entretuer pour quelques bols de maïs ici, entre Irlandais et Anglais ou entre Écossais et Allemands, exportons notre sauvagerie en Afrique, allons les tabasser là-bas et volons leurs biens. Et ils l'ont fait. Et ils continuent de le faire. Et ça les arrange. Demain, tout le monde voit l'Afrique comme un marché. Parce que on peut produire de la richesse à partir de tout. On peut prendre de l'air, on le vend. On peut prendre de l'eau, on le vend. On peut prendre des feuilles, on le vend. On peut prendre la langue qu'on parle et on la vend. La France la vend très bien d'ailleurs. Quand Macron dit qu'il a l'intention de faire du français la troisième langue la plus parlée au monde, vous pensez qu'il comptait sur qui? Sur sa population de 60 millions d'habitants qui vieillit là? Vous pensez que ce sont les vieux Français qui sont son marché? Non. C'est sur nous les jeunes Africains. Et il a commencé déjà par partir dans les pays anglophones, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest est dominée par nous les francophones, nous les serviteurs de la France. Nous sommes plus du 2/3 des pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors la France voit en le Ghana, en le Nigeria, qui lui seul, le Nigeria seul, a pratiquement la moitié de la population de l'Afrique de l'Ouest. Mais si le Nigeria se met à utiliser plus le français, mais c'est un avantage pour tonton France. Donc, c'est leur nouvel objectif. Pousser l'usage du français. Parce que, vous savez, la langue, elle est puissante. Elle est la principale garantie de la consommation sur le marché impérialiste. Ça, les Anglais l'ont compris. Voilà pourquoi ils sont moins agressifs que les Français aujourd'hui. Parce que les gens dépendent de leur langue. Quand vous allez dans plusieurs pays, les gens importent les produits dans la langue dans laquelle ils parlent. Je suis partie à Sao Tomé. Quand je suis partie à Sao Tomé, cette petite île de rien du tout, tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'ils vendent, tout ce qu'ils consomment, tout, je dis bien tout, même la mayonnaise, ça vient du Portugal. Le Portugal, pourquoi? Parce qu'ils parlent portugais. Ça vient du Portugal. C'est pareil pour nous les francophones. Presque tout ce que nous consommons aujourd'hui, ça vient de la France. Bon, les Chinois, un tout petit peu, ça commence par venir. Mais la plupart, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous parlons français. Nous n'allons pas nous mettre à acheter des produits dans une langue où les notices, on ne peut pas la lire. Quand on prend la pharmaceutique, les pays anglophones n'importent pas leurs produits de la France. Mais chez nous, tous nos produits pharmaceutiques, si ce n'est pas Pasteur, c'est Aventis, c'est les marques françaises. Tout ce que nous consommons pour toutes nos maladies. Et voilà pourquoi la France a eu le culot de faire un embargo sur les produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire quand elle voulait chasser Laurent Gbagbo. Ça, c'est le côté pharmaceutique seul. Nous avons la production, les produits vivriers, les produits finis que nous consommons dans nos pays. On les achète de la France parce qu'on parle français. Et maintenant, le comble, les manuels scolaires. J'avais fait un article là-dessus. Les pays francophones achètent 187 milliards de francs de manuels scolaires de la France. Donc, 94% viennent de Hatier. 94% des manuels scolaires que nous utilisons viennent de Hatier. 187 milliards. Ça, c'est seulement les manuels scolaires. Je parle de l'école primaire au secondaire. Maintenant, regardez tout ce que nous consommons en termes de livres en dehors de système scolaire, en dehors des manuels scolaires. Parce que les manuels scolaires seulement, c'est les abécédaires et puis les livres de maths, etc., les Durando pour les physiques, etc. Non, je ne parle pas de ça. Parce que même quand on voit nos livres qu'on consomme dans nos écoles, les écoles et développement par-ci et autres, c'est composé par qui? C'est composé par les Français. J'ai été choquée. J'ai été choquée d'apprendre que
le manuel scolaire que nous utilisons dans nos pays, dont le Togo, est composé par une cellule qui se trouve au Quai d'Orsay. C'est-à-dire que ce que nos enfants apprennent à l'école, c'est le Quai d'Orsay qui décide. Et ils les écrivent de façon adaptée, en utilisant des adaptations à notre culture. Et quand on voit nos noms comme Bitou, Amadou, Abalo et Afi, on pense que c'est des livres africains et togolais, mais ce sont des livres occidentaux. Et pourquoi nous sommes dans cette chaîne? Parce que nous dépendons d'une langue qui n'est pas la nôtre. Le président Julius Nyerere, il a créé le Swahili. Je dis bien, il a créé le Swahili. Le Kiswahili, pardon, n'est pas une langue qui existait dans son état actuel avant. Il l'a créé à travers la recomposition de certaines langues locales parlées en Tanzanie. Et ce Kiswahili aujourd'hui, il est parlé dans plusieurs pays. Quand on va dans les pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, ce sont des pays qui lisent, qui écrivent le Kiswahili. Aujourd'hui, il est enseigné dans des universités même occidentales. Quand on va dans tous leurs services publics, les notes sont d'abord en Kiswahili. Même quand tu prends le téléphone et tu appelles, comment l'appelle-t-on, ton répondeur, le répondeur est en Kiswahili. Mais quand on amène ce modèle en Afrique, il y a toujours des imbéciles, des connards, des cons, des gens qui ont de béton dans la tête qui vont te dire « Non, 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 moi je ne peux pas parler la langue de Kodjo parce que mon grand-père n'est pas de ce village. Non, je ne peux pas enseigner la langue d'Abalo à ma fille ou à mon fils parce que... » Non, nous avons toujours des gens qui ont des bétons dans la tête, qui ne réalisent pas que nous ne servons à rien si nous sommes incapables d'avoir de véritables langues nationales qui nous servent sur tous les temps. Non, nous avons des gens qui sont toujours limités à leur petite personne. Rien n'empêche à ton enfant de parler 10 langues. Rien n'empêche à ton enfant de parler ta langue à la maison si elle parle également la langue nationale. Mais l'Africain préfère que son enfant apprenne le portugais. Ça, c'est encore même mieux. Le latin, que personne ne parle aujourd'hui. L'Africain préfère que son enfant aille à l'école et apprenne le latin comme langue supplémentaire que de lui permettre d'apprendre une langue comme le Hausa, par exemple. L'Africain préfère ça. Non, parce que les Hausa, je ne les aime pas. Mais les latins, vous connaissez les Italiens où? Vous aimez les latins, pourquoi? Tu n'es jamais allé à Rome pour aimer le latin? Nous ne réfléchissons pas, en fait. Nous n'avons pas une vision de ce continent. Nous n'avons pas une vision de ce continent. Et tant que nous ne réaliserons pas cela, nous allons perdre. Voilà pourquoi je dis que le danger que court l'Afrique aujourd'hui est encore plus grave qu'il ne l'a jamais été. Il y a 50 ans, moins de 20% de nos populations parlaient la langue occidentale. Les gens disent que c'est incapable, on sera incapable d'être unis si on ne parle pas le français. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Quand nos grands-parents combattaient pour les indépendances, plus de 80% d'entre eux, par exemple au Togo, ne parlaient pas le français. Mais ça ne leur a pas empêché de comprendre l'importance de se battre pour leur pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous trouvons toujours des excuses. Des excuses pour nous maintenir dans la dépendance. Pour nous maintenir dans la dépendance. Nous avons peur de notre propre libération. Nous avons peur qu'on nous laisse à nous-mêmes. Oh, si la France n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Si le camembert français n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Si le vin rouge français n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va continuer à vivre parce que nous avons vécu des milliers d'années avant cela. Nous avons vécu des milliers d'années avant la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et que sais-je encore. Et nous continuerons à vivre en tant qu'Africains, sans eux, si nous le voulons. Certes, il faudra rompre avec certaines habitudes. Mais nous devons savoir qu'il y a des sacrifices que nous sommes obligés de faire pour garantir la sécurité et le bien-être des générations à venir. Et notre égoïsme ne nous le permet pas. Et c'est cet égoïsme-là qui nous empêche de rompre avec la domination, la colonisation. On n'est pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, dans ces conditions, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Nous devons repenser ce continent. Nous devons repenser notre rôle. Frantz Fanon a dit, et nous connaissons presque tous très bien cette citation de Fanon qui dit « Chaque
génération doit, dans sa relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a des difficultés, il y a des enjeux, des obstacles qui nous empêchent d'atteindre certains objectifs. Mais malgré ces obstacles, ces difficultés, nous devons découvrir notre mission. Nous n'avons pas d'excuses pour dire on ne peut pas. Nous n'avons pas d'excuses pour justifier notre inaction, pour justifier notre défaitisme. Nous n'avons pas d'excuses pour cela. Nous devons découvrir notre mission. Notre mission pour notre génération, c'est d'empêcher que notre continent ne retombe dans les mains des impérialistes. Que ces impérialistes soient de l'Est ou de l'Ouest, de l'Occident ou de l'Orient, nous devons empêcher que les générations à venir retombent entre les mains de ces impérialistes. C'est notre mission. Et nous devons de l'accomplir, pas de la trahir. Parce que si d'autres avaient trahi leur mission, il y a 100, 200, 300, 400 ans par exemple, nous serions présentement peut-être encore dans les fermes des Américains ou des Brésiliens en train de cultiver leur café et leur sucre. C'est parce que d'aucuns, il fut un temps, se sont dit que mes enfants ne seront pas des esclaves, que mes enfants ne seront pas achetés et vendus. Et malgré qu'ils n'avaient rien à leur disposition que nous avons aujourd'hui, la technologie, l'énergie, l'Internet, malgré cela, ils se sont battus. Quand on prend par exemple l'histoire de Toussaint Louverture à Haïti, ils n'avaient rien. Mais il a battu et a créé la première nation indépendante noire de l'histoire de l'humanité. Donc si d'aucuns n'avaient pas découvert leur mission, dans leur opacité, il y a de cela des siècles d'années, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Il en est de même pour l'époque coloniale. Quand on regarde le code de l'indigénat que la France a sorti en 1907 par exemple, nos grands-parents étaient obligés de payer certaines taxes aux Français en produits vivriers. Tu n'amènes pas tel nombre de sacs de maïs, on te coupe la main. Tu n'amènes pas tel nombre de tubercules de manioc, on te coupe comment l'appelle-t-on, le pied. Ça, nos ancêtres l'ont vécu il y a moins de 100 ans. Sous la colonisation. Mais à un moment donné, certains se sont dit, nos enfants ne feront pas ça. Et aujourd'hui, même si nous souffrons, ça au moins nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi il est important que nous aussi, notre génération, prenne conscience de sa mission et se batte pour l'accomplir. Parce que refuser d'accomplir cette mission, c'est condamner nos enfants à non seulement vivre dans les conditions dans lesquelles nous vivons, mais à vivre dans des conditions pires que ceux dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'ai été suffisamment longue. Je vais arrêter ce live. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Excellent dimanche et excellente semaine à tous.